Le tableau trônait au-dessus de la cheminée qui engloutissait farouchement le bois dans sa lutte contre l'hiver. Le comte en était tout fier. Plus que ça, il transpirait d'arrogance et de façon condescendante fixait chacun des membres de la pièce pour s'assurer de sa dominance. Il allait de soi qu'aucun de ces hommes ne lui manquerait de respect. Il n'y avait qu'à voir son extravagance vestimentaire qu'aucun saint d'esprit ne se serait permis de porter sous peine d'une exclusion forcée de la communauté. Une houppelande de lin, trop grande pour son petit corps robuste, d'une couleur vert pomme qui, sous l'effet du feu, donnait mal aux yeux à ces interlocuteurs qui jamais de leur vie ne dépasseraient la morosité humide des terres de leur maître. Ses gestes étaient amples et ridicules. Il ne savait pas bouger et, dans la fièvre de son nouvel exploit, il s'était martelé à nous faire une description théâtrale de la peinture, répétant les mots du marchand à qui il l'avait acheté, se les appropriant comme s'ils étaient siens. Son élan pittoresque l'avait vite fatigué. Pesant le poids de 4 paysans et ne sortant pratiquement jamais de sa demeure, il était devenu rouge d'une prestation médiocre sous l'effet d'un feu beaucoup trop fort. Il prit une gorgée de vin de table, puis une seconde, et finit rapidement sa chope. Le comte Malfis avait de nombreux défauts, mais pas celui d'être sale lorsqu'il s'agissait de mettre la boustifaille dans son gosier. Le tableau était en effet somptueux. Il s'agissait d'une huile sur toile de 50 cm sur 80. Il représentait une femme tenant fermement un couteau. Le poignard, au premier plan, était couvert de sang sur sa lame, suggérant qu'il venait d'être utilisé. La mise au point se concentrait sur la femme, dont le visage était d'une subtilité parfaite. Il exprimait une grande intensité, ou peut-être une peur glaçante, ou une détermination farouche. Ses yeux étaient grands ouverts et son regard fixe, tandis que sa bouche était cachée derrière son poing. L'arrière-plan, flou, donnait l'impression que toute l'attention était centrée sur elle et ses actions immédiates. La palette de couleurs était sombre, loin des excentricités teintées des peintures contemporaines. Les tons étaient gris et noirs, nuancés d'une légère teinte de rouge sur la lame et son épaule, ajoutant à la tension et à l'atmosphère grave de la pièce. Le style était dynamique et abstrait, les coups de pinceau étaient visibles et la texture oscillait entre une sensation de mouvement et de chaos. Aucun de ceux qui l'avaient vu n'en était resté de marbre. C'était un ouvrage magnifique qui, même pour Altor et Varys, nullement habitués à l'art, ne laissait pas indifférent. « Je l'aime !» dit le comte, essoufflé, s'asseyant lourdement dans son siège, hurlant de détresse sous son poids. Aucun des deux hommes ne prit la parole. Ils regardèrent tous deux le comte, se demandant quelle extravagance il allait leur demander. L'attente de leur réponse fut d'une durée qui leur paraissait insoutenable. Le comte était en train de se servir à boire, remplissant sa chope avec une outre de vin de même contenance. Le bruit du glougloutement était de temps à autre accompagné du claquement éruptif de chêne dans la cheminée. Ce tableau a été peint il y a 2 semaines à Throuac. Il s'agit de la seule illustration de Marat la Rouge, une brigande de grand chemin, qui a sévi il y a quelques mois plus à l'est. Le peintre a été un membre capturé laissé en vie en échange d'informations. Il en peint ce portrait. Je veux que vous me la rameniez. La folie définissait parfois cet homme qui, ayant régné trop longtemps sur un patelin paisible, en avait oublié l'immensité et la dangerosité du monde. Il le savait, mais aussi déphasé qu'il était, les milliers d'hommes à son service et la justice sur mesure rebutaient souvent l'affront. Récemment, on recense des attaques de convois de marchands dans la région. Le comte Mordo se porte à l'initiative de la chasse aux brigands. Il soupçonne que c'est Marat la Rouge et ses hommes qui en sont la cause. Des cadavres sont trouvés sur les grands axes, tous décapités. Les charrettes servent de feu pour nourrir les assaillants avec les chevaux abattus. Bien que cela ne nous concernait pas encore, il a monté une coalition pour s'en débarrasser. J'ai consenti à y participer, c'est pourquoi j'envoie mes 2 meilleurs pisteurs. Les hommes ne bougèrent point, prenant cette décision comme une sanction. La saison des pluies battait son plein, les routes n'étaient rien de plus qu'un bourbier, trop humides
pour que même les herbes les plus coriaces ne puissent y prendre racine. Dans ces conditions, être bon, voire excellent dans la traque, n'était d'aucune utilité. Les traces allaient être effacées sous la colère des nuages dans les minutes qui suivraient. Les chevaux eux-mêmes ne pouvaient être mis à disposition, trop lourds, ils s'enfonçaient dans l'épaisse boue jusqu'aux flancs, les condamnant à une mort certaine. Seuls les puissants bœufs de trait possédaient la force nécessaire pour avancer par les temps qui courent. Malheureusement, ils étaient rares, et à cette époque mobilisés dans les champs pour créer les tranchées ou pour les voyages sur les grands axes de la région. Malfi prit une grande lampée et reporta son regard sur la peinture. Mordo veut s'en débarrasser, c'est un imbécile. Les autres comtes le suivent aveuglément, pensant obtenir un poste lorsqu'il succédera à son père. Il toussa, sa toux grasse fit jaillir un glaire qu'il s'empressa de cracher immédiatement dans l'un des coins de la pièce. Trouvez-la avant eux et amenez-la ici avant que C.S.O. ne la capture. Avez-vous saisi? D'un seul homme, l'affirmative fut automatique, mais affichée avec une conviction feinte. Leur seigneur demandait l'impossible. Comment ramener celles et ceux trop longtemps restés en dehors des tabous humains, dans des conditions où seule la meilleure des fortunes permettrait d'arriver à cette question? Altor prit la parole naturellement, connaissant depuis longtemps Malfis et ses exigences inaccessibles. « Comment la convaincre, Seigneur ?» Malfis tira l'un des tiroirs de son bureau et en sortit un parchemin et une besace dont le son équivoque évoquait le bruit de l'or s'entrechoquant. « J'ai longuement étudié son expression. Je pense que l'or ne l'intéressera pas, » dit-il en jetant nonchalamment sur la table la besace. En revanche, le parchemin, signé de ma main, lui octroie l'asile ici à Burmonor. Il provient d'un notaire et est par conséquent authentique. La nouvelle avait de quoi intriguer. Les demandes de Malfis étaient folles, pleines d'arrière-pensées fourbes et perverses. C'était un fin stratège en matière de politique et il était très probable qu'une fois encore, son plan ne le rapproche davantage de la direction de la région. Il avait consacré sa vie à ourdir de nombreux stratagèmes pour diriger la région. Burmon n'a pas toujours été ce qu'elle est, et il va sans dire que sous sa direction, ce petit château, autrefois minable, était devenu une place forte dans la région. « Pardonnez-moi, Seigneur, mais aucun de nous deux ne savons lire, » dit Altor, balançant son doigt successivement entre lui et Varys. « Il est possible qu'elle non plus. Comment ferons-nous » Malfis poussa un soupir dédaigneux, comme s'il devait expliquer une nouvelle fois à des enfants indisciplinés le fonctionnement d'un monde qui lui était naturel. Puis il prit le parchemin et le fit tourner jusqu'à pointer insolemment le sceau qu'il tapota en expliquant. « Ceci est le sceau d'un notaire, nul besoin de lettrage pour reconnaître son officialité. » lança-t-il, les traits de son visage boursouflé exprimant d'habitude la bonhomie tournaient à l'irritabilité. Altor ne se fit pas prier pour s'excuser de l'outrecuidance de ces paroles qu'il jugea lui-même stupides avant de s'emparer du parchemin ainsi que de la besace d'or qu'il manipula avec précaution, cette dernière semblant prête à exploser. Ils s'inclinèrent tous deux en signe de respect et s'éclipsèrent de la pièce. Ils s'étaient habitués à l'odeur sereine du bois de chêne brûlant et à la chaleur étouffante, car en fermant la porte, ils furent accueillis par l'odeur neutre du froid mordant du long couloir en pierre. Celle-ci agressait le nez et leurs habits, imprégnés d'une chaleur que l'humidité horripilante de la saison se devait de combattre naturellement.